Émission spéciale Ciel et Marine sur Westrack Radio. Salut tout le monde, merci de nous rejoindre pour notre émission spéciale HAC. On est ensemble pour 1 heure, on va parler mercato, la saison à venir, la saison passée, on va parler de vous, oui, on va parler des supporters, et puis si vous êtes juste un curieux, ça tombe bien, on va découvrir plein de choses ensemble. Avant de commencer notre émission, je souhaite la dédicacer à 2 jeunes supporters qui ont perdu la vie récemment, Andy et Maëlys. Westrack Radio, le club et les supporters pensent bien évidemment à la famille. Bon courage face à cette épreuve. Toute la famille du HAC est derrière vous. En parlant de famille, 3 supporters Ciel et Marine sont venus au micro de Westrack, c'est Romain, Floch et Mimo. Bonjour. Bonjour. Salut. Merci d'avoir accepté l'invitation. On a plus l'habitude d'entendre vos avis sur les réseaux et pas forcément de vive voix. Donc aujourd'hui, c'est l'occasion. Je suis très très content de vous avoir sur Westrack. Avant de commencer dans le dur du sujet, heureux de passer un été en sachant que la saison prochaine, c'est la Ligue 1. C'est clair, ça fait tellement longtemps qu'on attendait ça qu'on a déjà d'y être, quoi. Ça fait tout bizarre. Ouais. C'était pas trop attendu en plus. C'était quoi la clé pour avoir cette gagne sans cesse ? Est-ce que c'est un collectif, une certaine individualité sportive ou un entraîneur innovant ? Peut-être un mélange de tout en fait. Ouais, un mélange de tout, mais je pense que c'est surtout l'état d'esprit qui a été insufflé par une nouvelle équipe de direction, une nouvelle équipe sportive. On sent que la mayonnaise elle a pris quasiment aussitôt. Il a fallu 1 ou 2 matchs pour que ça prenne et que ça parte. Et puis ils ont insufflé une envie de travailler, une envie de bien faire. Beaucoup d'acharnement. Et je crois que c'est ça qui a tout simplement porté ses fruits. Ouais, c'est le retour du fighting spirit, quoi. En fait, à tous les étages. Et on sent bien que l'état d'esprit est là. Et quand t'as un état d'esprit avec des capitaines à la barre, tout de suite ça se ressent sur le terrain et ça se ressent aussi dans toutes les composantes. Donc dans toutes les composantes du club, à la fois à l'intérieur, de façon interne au niveau des gens qui sont tous impliqués dans le club chaque jour, et puis à la fois sur le terrain. Et là, franchement, c'est top. Alors à la fin du match, Lucas Esner a dit « La ville a retrouvé son âme footballistique ». Est-ce que vous partagez cet avis ? Oui, dans l'ensemble, oui, c'est vrai que le HAC c'était une belle endormie. Clairement, 15 ans de Ligue 2, c'est vrai ça ronronnait à tous les étages du club. Alors après, niveau public, on attendait que ça, et on a bien vu que dès que l'équipe a commencé à tourner, dès qu'il y a eu un souffle dynamique, une dynamique positive, c'est parti vite et on a fini en apothéose. Mais je pense qu'il a raison, il a redonné, lui et son staff, ses joueurs, etc., une fierté à la ville, footballistiquement parlant, et ça fait du bien, quoi. Alors il a amorcé quelque chose, hein. Effectivement on voit de l'affluence, on voit des attitudes qui sont bonnes, on voit tout un stade qui se lève, mais je pense qu'à notre niveau on aura quand même beaucoup à faire pour pouvoir transformer ça en quelque chose d'encore un peu plus beau. Je crois qu'il y aura des habitués, un noyau qui est revenu, ça c'est clair, il n'y a pas de problème, mais il y aura quand même aussi je pense un public havrais à éduquer à la culture footballistique et à la culture havraise. Moi je dirais qu'il a reconnecté en fait le HAC à sa ville. En fait on le voit bien avec les quartiers, etc. Le projet d'aller voir les clubs de foot, les municipaux, les Tréfiles, etc. et tout, et de leur proposer des partenariats et de leur dire on avait une mauvaise réputation et finalement nous en fait on a un projet à la fois pour vous comme pour nous. C'est énorme, ça permet en même temps de remettre l'église au milieu du village, quoi. En fait c'est un élément moteur footballistiquement parlant dans la région et voilà. Alors Romain, je vous prends à part dans l'émission. Tu peux me tutoyer. Je te prends à part dans l'émission. Lors d'un des derniers matchs, t'as pris le mégaphone pour dire aux supporters, on va la voir cette Ligue 1. Ça fait trop longtemps qu'on attend ça, et on sentait dans ta voix que t'étais très ému en fait de l'effervescence. C'était très touchant. Est-ce qu'il y avait une part de frustration des supporters de rester en Ligue 2 ? Est-ce que c'est bon ? Il y avait un peu un moment de délivrance enfin la Ligue 1. La délivrance, elle est arrivée à la fin du match. Ouais. Là, avant le match, quand tout le stade s'est mis à sauter, c'est vrai que c'était un moment magique. C'est pour ça que, en tout cas moi, c'est pour ça que je prends le micro, c'est pour ça qu'on se réunit tous, c'est pour emmener tout le stade. Et là, moi j'ai trouvé que le stade Océane ce soir-là avait construit une âme, quoi. Je l'avais vu à Deschazos.
Mais au Stade Océane, moi, depuis 2012 qu'on y était, j'avais jamais vu ça. Et à part peut-être quelques minutes contre Bourg en Bresse, sur les dernières minutes, où si on met le but, on sent que ça montait. Mais on était 12 000 dans le stade. Là, on était 24 000. Il y a 24 000 personnes qui sautent, ça pousse. Voilà, maintenant, c'était un grand moment, mais par contre, faut pas que ça reste qu'un moment. Il faut que maintenant on enchaîne et que l'ambiance au Stade Océane soit à un niveau très très correct et bon à tous les matchs, quoi. Faut construire, on l'a fait, on doit le refaire. Juste un petit truc, pour le clin d'œil, il y avait aussi Jeanlin, un capot historique de Deschazos qui avait pris le micro de la sono du stade avec Romain. Qui avait chauffé avec un très beau discours juste avant. Et puis voilà, c'est le boulot de tout le monde, hein. Il y a une personne derrière le micro, mais il y en a des dizaines des dizaines qui travaillent pour le tifo, qui travaillent à la FanFest. Là, c'est un travail collectif. On a tous fait en sorte que ça fonctionne et on a tous été au niveau, je pense, en cette fin de saison sur le terrain, en tribune. C'était vraiment un chouette moment à vivre, quoi. Alors regardons de l'avant pour la saison à venir. Est-ce que vous avez un chiffre du nombre de supporters qui est attendu au stade ou pas encore ? Il y a déjà 11 000 abonnés, 11 000 abonnés vendus. On peut miser sur des affluences à entre 17 et 20 000 avec le nombre de billets qui vont être vendus. Nous, en tant que supporters, on espère au moins remplir la tribune debout, qui devrait intervenir à peu près aux alentours du deuxième match, entre le premier et le deuxième match. Si on arrive à la remplir et à faire en sorte que cette tribune elle soit active et pas qu'il y ait des gens passifs sur les côtés, ça fera 1700 supporters. Voilà. Et c'est ça qu'on vise. Ouais, si tu prends le premier match par exemple contre Brest, là le match est dans 3 semaines à peu près. Il y a déjà plus de place en tribune COP, en tribune sud en face. La tribune est qui est face à la présidentielle en bas, c'est plein aussi. Donc on va démarrer la saison à 17-18 000. Voilà, concrètement, si on a cette base-là à tous les matchs, ça sera formidable, quoi. C'est des gros matchs qu'on vivait une fois ou deux dans l'année, maintenant ça va être quasiment la norme, quoi. Il y a quand même une énigme là-dedans, c'est que sur les 11 000 abonnés, malheureusement, on voit bien par exemple avec le CE Total qui a pris 700 abonnements, 50%, effectivement ça aide. Ce qu'on espère, c'est que ça sera pas des personnes qui viennent uniquement pour 2 matchs. Voilà. Donc effectivement, on va voir très rapidement, mais au moins dans les 14 000 faciles. Mais si les 11 000 sont là, c'est top. S'ils sont là pour le hack, c'est encore mieux. Il va falloir voir. Mais effectivement, nous, on va pousser pour qu'en fait, en tribune COP, c'est seulement et uniquement le hack. D'ailleurs, dans toutes les autres tribunes, mais spécifiquement dans la tribune COP. C'est la particularité de la tribune COP cette année, c'est que c'est debout, c'est ça. Avant, on pouvait être assis, maintenant c'est seulement debout. La partie basse va être debout. La partie basse, ouais. C'est ça. En fait, ça fait 5-6 ans qu'on se bat au niveau des supporters du HAC pour que cette tribune redevienne debout. C'est un mouvement qui est enclenché au niveau français. T'as Lens par exemple qui a une tribune debout, Sochaux a une tribune debout. L'idée c'est vraiment cette tribune-là, les gens sont debout, donc les sièges ont strictement aucun intérêt, à part nuire à l'ambiance et c'est même dangereux. Donc ça a pris beaucoup de temps. Il y a eu un changement de sous-préfecture. Il y a eu pas mal de négociations. Donc là on est très content que cette tribune arrive et le but c'est vraiment d'avoir, comme disait Flux, c'est d'avoir 1700 personnes en bas qui sont debout à tous les matchs, un vrai COP à l'anglaise, et que ça pousse vraiment comme on a eu contre Dijon le dernier match, quoi. Alors au niveau des événements, est-ce qu'il y aura des tifos nouveaux prévus, des nouveaux chants, etc. Est-ce que c'est déjà en train au niveau de l'ambiance, est-ce que vous en parlez ou Alors ça c'est la partie purement des groupes, Barbarians, Cop Ciel et Marine, Cop Océane. Oui, il y aura des tifos là pour l'instant. Ça travaille, on va dire, sur l'animation classique, les étendards, les drapeaux, etc. Les tifos, c'est principalement pour les gros matchs. On a la chance de démarrer des matchs très importants, mais il n'y a pas d'énormes affiches dès le début, ce qui permettra aussi de se roder un petit peu la Ligue 1. En tribune, mais effectivement le but c'est de faire des tifos le plus régulièrement possible et il y aura peut-être des appels à projets aussi pour tous les gens qui voudraient nous soutenir. C'est encore un peu tôt pour en parler, mais on fera appel aussi aux bonnes volontés, que ça soit les supporters, les entreprises, pour essayer de trouver de la peinture, trouver tout ce qui peut, du scotch, tout ce qui peut nous aider pour animer la tribune sans que ça nous coûte trop cher, quoi. Alors à la fin de la saison, le club avait fait des événements autour du stade, des tirs au but, des concerts, etc. Est-ce que pour la Ligue 1, il y aura
aussi des événements autour du stade ou ça vous n'êtes pas au courant, c'est vraiment... Ça c'est propre au club. Ça c'est propre au club, c'est ça. On n'est pas au courant, donc là-dessus... voilà. Alors vous avez aussi un local avec un bar à l'intérieur et vous avez une bière nommée la Deschaz. Comment elle est faite? C'est quoi son histoire de cette bière? Allez, c'est le brasseur qui va s'y coller. Mais le commercial Mimo a quelques mots à dire aussi. C'est quelque chose qu'on a toujours voulu faire. On s'était dit tiens, on cherche à vendre entre guillemets des services et puis des biens pour pouvoir justement financer les tifos. 100% de nos bénéfices servent à ça. Ça sert surtout à l'animation en tribune. Et puis moi je suis brasseur amateur et voilà avec Mimo on s'était dit tiens on va faire une bière, on va l'appeler la Deschaz et puis on va essayer de vendre ça comme un produit supporter mais faire quelque chose de qualitatif et puis voilà on a regardé avec certaines brasseries locales si on pouvait travailler, s'ils avaient de la disponibilité et puis on est tombé sur la fabrique de bulles, donc c'est Mimo qui les a trouvés du côté d'Yvetot. Ouais c'est ça, c'est une des rares femmes brasseuses de France. En fait, c'est pour la petite histoire, c'est une ancienne ingénieure agroalimentaire qui a tout plaqué, qui en a eu ras-le-bol, et qui a acheté un corps de ferme, et qui a créé dans le corps de ferme une salle de brassage. Donc elle fait de la bière bio, artisanale, elle fait de différentes bières. Et en fait, on a été la démarcher, on lui a proposé en fait de s'associer avec nous. Vous voulez créer une bière? On veut la créer à notre image, mais il y a des difficultés. Elle me fait non, il n'y a pas de difficultés, il y a juste à avancer ensemble. Voilà, puis du coup on a discuté ensemble, on a convenu de la recette ensemble, on voulait faire des petits clins d'œil à l'histoire du club, c'est-à-dire qu'on a choisi des maltes légèrement cacaotés, légèrement chocolat pour rappeler un peu le travail des dockers, et puis on a été chercher du houblon anglais pour faire un petit clin d'œil aux racines anglaises du club, et puis on s'est fait une session d'embouteillage parce qu'il fallait des mains, et puis on a lancé un premier brassin, puis un deuxième, puisqu'on a tout écoulé, ça a super bien fonctionné, et puis là on étend un petit peu la collaboration avec Lily qu'on salue pour pouvoir faire d'autres choses. Et en fait, le prochain projet, c'est de la mettre à la pression directement, parce que là aujourd'hui on la vend en bouteille, elle se vend très bien, mais je pense qu'encore en plus si on peut la sublimer à la pression, écoute, on va pas se gêner. Ouais. D'ailleurs évidemment, ça va être encore mieux. D'ailleurs, si on doit évoquer le bar, faut savoir qu'on travaille qu'avec des bières locales issues donc de la fabrique de bulles pour l'instant pour les bières bouteilles, et également avec la brasserie de Souterre de Gisors. Pour le bar, on voulait faire quelque chose de local et d'abordable. Et pour les acheter, ces boissons, est-ce que c'est forcément au local ou on peut retrouver sur un site ou à la brasserie? Non, on peut les acheter sur internet. Alors on fait des sessions de vente. Là on en a fait une en fin d'année. Je crois que c'était pour la fête des pères justement. On avait lancé ça et je crois qu'il y avait une journée qui était dédiée à ça. Et puis oui, quand on fait le brassin, souvent on fait des commandes. Les gens peuvent commander, prendre un carton et puis venir les chercher. Et puis juste une précision sur le bar, en fait, c'est de la convivialité, le bar avant les matchs, mais c'est surtout la première source de financement, parce qu'on est indépendant du club. Ça, faut le savoir qu'aujourd'hui, la fédération des supporters du HAC, donc les HAC fans et les groupes de la Fédé, en fait, sont autofinancés. Donc toutes nos activités, c'est nous qui les finançons, que ce soit les déplacements, les tifos, les gadgets, etc. Tout ce qu'on fait, c'est autofinancé. Voilà, c'est une volonté très très forte de notre part d'être indépendant du club. Aujourd'hui tout va bien, mais si demain on a quelque chose à dire au club ou si on a des griefs, au moins on n'est pas subordonné au club, quoi. C'est très important. Pour donner un chiffre sur les tifos, le tifo de Dijon, c'était quand même 5 000 €. Donc voilà, c'est 5 000 €, c'est 3 semaines de travail, tout est fait main, tout a été découpé, tout a été assemblé, etc. et tout. Donc l'appel à la candidature de sociétés de peinture, etc. pour nous aider, on est open, il n'y a vraiment aucun problème là-dessus. Et c'est ça, parce qu'il y a le prix 5 000 € pour la peinture, etc. Mais aussi tout le temps derrière pour découper, pour... Le travail, la logistique. Ça, c'est le bénévolat, c'est la base du mouvement, c'est la base d'un mouvement supporter. Ça, à la limite, on souhaite le faire, mais là, l'intérêt, c'est de vraiment mobiliser tous les supporters sur un projet. Et un tifo, c'est un plaisir. Enfin, la plupart des gens qui viennent là, c'est un plaisir. C'est pas une
On est fiers de travailler pour peut-être quelques minutes dans le stade, mais en tout cas c'est tout un cérémonial qui fait que on bosse pour ensuite sublimer la tribune, et c'est la photo et la vidéo qui reste, c'est le souvenir, quoi. Alors, en tant que HAC fan, c'est quoi la relation que vous avez avec les joueurs ou bien la direction? Est-ce que vous avez des discussions de temps en temps avec les joueurs, avec le directeur sportif, ou pareil, c'est aussi ils sont très discrets? Non, souvent. On a des discussions régulières. Enfin, on est consulté, on fait partie du processus de décision du club. Par exemple, pour la tarification, même si notre parole n'a pas autorité, voilà, on est consulté. Pour les maillots, on est consulté. On rencontre le club régulièrement. On a de très bonnes relations avec Mathieu Bonnemer, avec Lucas Elsner qu'on voit régulièrement. Les joueurs, alors je vais pas dire qu'on les connaît intimement, mais on a déjà fait des rencontres. On en a fait notamment une publique l'année dernière, pas juste le bureau, hein, mais avec nos membres. Ça s'est super bien passé. Voilà. Puis on a quelques affinités avec certains joueurs parce que c'est logique. Non, il y a un vrai lien, une vraie com régulière avec le club. On est vraiment en contact permanent, quoi. Est-ce que vous avez une anecdote avec les joueurs, une rencontre particulière? Victor Lécal qui est venu dans le parcage. Ouais, Victor. Victor Lécal qui est venu dans le parcage à Caen, quoi. Ouais, on a fait un petit délire. Alors c'était juste avant le Covid, je crois, c'était 2019, ça devait être ça. Il était blessé, je crois, il s'était fait les croisés ou quelque chose comme ça, non? Et puis on avait un peu délire avec lui. On avait fomenté un coup en extorquant un nombre de retweets minimum pour pouvoir le faire venir. Je crois qu'on l'avait fait. On avait fait 1500 ou 2000 tweets, je crois. Ça avait été un truc de malade. Puis Victor nous avait rejoint dans le parcage à Caen. C'était un super moment. Ah, c'est des bons souvenirs. Ouais, puis Victor, c'est facile. Pour le coup, je le connais depuis qu'il est bézo. Je le suivais à la KV. Le fait qu'il parte me fait un petit pincement au cœur. Alors on va en parler aussi dans l'émission. Et voilà, avec ce genre de joueurs, on a forcément des relations privilégiées. Ouais. Eh ben, on va parler ensuite mercato, on va parler aussi des matchs de préparation. Juste avant, on s'écoute Scars avec Supporter. Scars. Yeah. J'ai commencé à 2, prendre le mic dans ma chambre d'ado. T'as fait dur, faire confiance à Dieu. Mauvaise langue, je vous ai dit adios. J'ai su sur qui compter. Mes amis, ma famille m'ont supporté. Des épreuves j'ai affronté. Mes défaites m'ont servi comme des succès. Seul au départ et combien à l'arrivée. Je n'y croyais pas, mais vous me disiez de continuer. Des plus petites dates jusqu'à l'Olympia complet. Sans vous j'aurais déjà lâché. Alors je voudrais que vous sachiez que je n'ai pas de fans, je n'ai que des supporters. Un par un stade, oui pour nous c'est la même. Tous dans la salle, on sait ce qu'on a à faire. Sans vous y'a que dalle, je répète sans vous y'a R. Je répète sans vous y'a R. Vous êtes le meilleur public, tous les mêmes pourtant éclectiques. Quand l'ambiance devient électrique, on ne fait qu'un, on est tous de la même clique. Impatient de vous voir car une semaine c'est long. On fout à apprendre à chacune nos rencontres. J'ai tellement bu de shot mais je pouvais pas dire non. J'ai tout vu en arrière donc je connais plus la honte. Seul au départ et combien à l'arrivée. Je n'y croyais pas mais vous me disiez de continuer. Des plus petites dates jusqu'à l'Olympia complet. Sans vous j'aurais déjà lâché. Alors je voudrais que vous sachiez que je n'ai pas de fans, je n'ai que des supporters. Un par un stade, oui pour nous c'est la même. Tous dans la salle, on sait ce qu'on a à faire. Sans vous y'a que dalle, je répète sans vous y'a R. Je répète sans vous y'a R. J'y ai connu des femmes, j'ai vécu l'amour et l'adultère. M'en veux pas de perdre le smile. Si t'as couché avec 2-3 frères, les gars, vous me faites marrer. Trop rabat, tu veux check ta héros, je sers d'appât. Je t'en voudrais pas si tu me prends pour Naman. Je ferais même pas la gueule si tu me sers du don papa. Seul au départ et combien à l'arrivée. Je n'y croyais pas, mais vous me disiez de continuer. Des plus petites dates jusqu'à l'Olympia complet. Sans vous j'aurais déjà lâché. Alors je voudrais que vous sachiez que je n'ai pas de fans, je n'ai que des supporters. Un par un stade, oui pour nous c'est la même. Tous dans la salle, on sait ce qu'on a à faire. Sans vous y'a
Merci de nous écouter sur Westrack. Aujourd'hui, émission spéciale hack. Tout de suite, on parle mercato. Avant même de parler des joueurs qui sont arrivés, allons faire un tour du côté du centre de formation appelé la KV. C'est important d'incorporer des jeunes dans l'équipe première. Oui, bah c'est l'identité du club, c'est quelque chose auquel on tient forcément, puisque ça fait partie de l'identité du club. Et puis bah on a bien vu cette saison où il y avait quasiment la moitié de l'effectif qui était issu de la KV, on a eu que des joueurs concernés, quoi. Donc non, c'est super important. Puis si tu veux impliquer tout le monde dans un projet, tu commences déjà par ta base, quoi. Donc, en tant que centre de formation, t'es pas là uniquement pour sublimer les joueurs et les vendre, t'es là pour les faire jouer, pour qu'ils servent, qu'ils soient utiles, quoi. Est-ce qu'on pourra en voir, vous pensez, en match de Ligue 1, ou bien au contraire ça va être un peu bouché vu que c'est un niveau peut-être supérieur en division? La marche va être forcément un peu plus importante pour passer des 19 à la B à la Ligue 1, quoi. C'est un autre niveau, hein. Donc oui, ça va être plus compliqué. Par contre, clairement, dans le projet de Mathieu et de Lucas, il y a de la place pour les jeunes. Tu prends l'effectif issu de la KV, t'as Harouna Sanganté, t'as Mokran Bentoumi, t'as Yacine Keshta, il y a Josué Casimir, Antoine Joujou, Steven Goura, enfin tous ces jeunes-là, il y a de la place pour eux, quoi. Il y a pas de problème. Alors, je pense que pour certains qui sont en train de passer du monde des jeunes au monde pro, ça va être peut-être un peu plus long, mais je pense qu'ils seront aussi beaucoup plus patients puisqu'ils vont de toute façon jouer en Ligue 1, quoi. Ouais. C'est un peu le Graal pour un joueur professionnel français. Après, il y aura peut-être aussi moins de jeunes qui auront envie de partir, peut-être avant d'atteindre l'équipe professionnelle, parce que c'est vrai que la Ligue 1, si un joueur du centre de formation arrive à percer au HAC en Ligue 1, c'est la voie vers sa carrière. Que là, on avait tendance en Ligue 2 à avoir des jeunes qui disaient bon, de toute façon, je vais pas végéter en Ligue 2, je vais essayer de partir dans un club de Ligue 1 ou à l'étranger. Donc, ce qu'on va essayer, c'est essayer de peut-être garder nos meilleurs jeunes, et du coup, il y en aura peut-être moins quantitativement dans l'équipe type, mais je pense que ceux qui seront là, ça sera vraiment les meilleurs, et on retrouvera des très très grands espoirs qu'aujourd'hui on voyait partir même avant de jouer au HAC, quoi. Alors il y a 8 nouveaux joueurs qui sont arrivés à l'heure où on enregistre l'émission. Abdoulaye vient de rejoindre l'effectif, c'est un milieu franco-guinéen. Son ancien club c'est Géonia. Alors certains disent que c'est un joueur Genoa. Certains disent que c'est un joueur aguerri en Ligue 1, il a joué avant. D'autres disent qu'il a 32 ans et qu'il a peu joué en Italie. C'est quoi votre avis sur Moi je croyais qu'il avait 30 ans, donc tu vois. Non, je crois qu'il a 32, non ? Je sais pas. 30 ou 32, peu importe, de toute façon il nous faut des joueurs d'expérience, donc on avait un effectif très jeune, je crois que l'AB, donc ceux qui naturellement viennent derrière, c'était l'effectif le plus jeune de leur championnat. Il nous fallait de toute façon des joueurs d'expérience pour encadrer tout ça, donc non, moi ça me choque pas du tout. Au contraire, je suis plutôt très très enthousiaste du fait qu'on recrute des internationaux et des joueurs confirmés, plutôt que des éternels espoirs. Tu vas pas prendre un jeune pour bloquer des jeunes. Il faut que tu recrutes des cadres, et c'est les jeunes qui doivent le pousser en le concurrençant derrière. C'est comme ça que tu crées l'émulation. Non, c'est plutôt bien. Puis tu fais aussi en fonction de tes moyens aussi, hein. Donc ton mercato, il dépend aussi de ton budget. Quand tu te fais plomber par le CSV, écoute, il y a un Est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est le... Est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est? C'est en fait, c'était des indemnités financières en fait qui étaient reversées au club, et il s'avérait que par exemple ça a été versé en 2 fois, et l'année dernière on a reversé à des clubs de Ligue 1 qui descendaient en Ligue 2 15 millions d'euros à peu près, des montants de 15 millions d'euros, et en fait nous le HAC, quand on est monté, on a 1,5 million, c'est ça? 1,5 million, ouais. 1,5 million d'euros. Donc ça veut dire qu'un club qui est en Ligue 2 aujourd'hui, qui reste en Ligue 2, a plus de moyens financiers reversés par la Ligue que pour... il y a un vide juridique, quoi. Donc voilà, alors on va nous dire aujourd'hui que un des... Pierre Mantiez avait été à la Ligue et avait signé justement cet accord-là, mais c'est quand même honteux, quoi. Ils n'avaient pas prévu, en fait. On était vraiment le caillou dans la chaussure toute la saison dernière. Ils n'avaient pas prévu. Donc voilà, et effectivement, ça revient à faire des coups, à aller chercher des joueurs. On joue sur le côté expérimenté, on va allier avec des jeunes. Effectivement, la marche va être assez haute. Enfin, quand tu vois que Sanganté il a reprolongé, je veux dire. Ouais, puis tu vas pas chercher des petits joueurs, hein. Tu vois qu'on parle de Loïc Nego, de Abdoulaye Touré, de Kouziev.
on va quand même recruter des internationaux. Alors, je pense en grande partie grâce à la force de persuasion de Lucas Elsner et de Mathieu Bodmer, mais même avec entre guillemets 3 francs 6 sous sans être péjoratif, je trouve que pour l'instant le mercato il est quand même très cohérent. Ouais. Puis il est pas terminé, on sait qu'il y a encore 2 attaquants. Au moins un attaquant, je pense 2 on verra, mais au moins un attaquant. Et forcément c'est quelque part c'est aussi là où ça pêchait l'année dernière. S'il y avait bien un endroit où il fallait se renforcer, c'est l'attaque. Donc on attend beaucoup de la recrue qui pourra arriver en attaque, même s'il y a des jeunes prometteurs. Mais on peut pas s'appuyer que sur ces jeunes-là. Ces jeunes-là, ils doivent pousser et prendre une place. Mais en tout cas, il faut vraiment un attaquant. Parce que notre maintien passera aussi par des victoires. Et on pourra pas se contenter aussi que de défendre, même si on le fait très bien et qu'on a une bonne assise défensive. Est-ce qu'il y a des noms qui ressortent pour l'attaque pour l'instant ou pas tellement il y a encore plusieurs jours pour voir tout ça? Là, aucune idée, et c'est même bon signe qu'on ait aucune idée, parce que comme ça, c'est que les tractations évoluent bien. Enfin, clairement, nous, supporters, s'il y a bien un truc qu'on a appris, c'est à pas juger le sportif. Il y a des gens au club comme qui le font bien. Là, Mathieu Bodmer, je pense que tout le monde est unanime pour dire qu'il connaît le foot. Et en tout cas, c'est pas nous. Nous, on s'occupe des tribunes, on s'occupe de les encourager. On peut avoir des remarques si les joueurs mouillent pas le maillot ou si y a des comportements déviants. Après, chacun ses missions, et puis on essaie d'avancer comme ça. Mais en tout cas, on a confiance en eux. Mais effectivement, je crois qu'eux, ils sont d'accord aussi. Il faut quelqu'un en attaque, et on espère que ça sera la prochaine annonce, quoi. On va se focus aussi sur Rasoul Ndiaye, il vient de Sochaux. C'est quoi son style de jeu? C'est quoi le profil de ce joueur? C'est un milieu plutôt box-to-box, donc avec une bonne capacité de récupération et qui va se projeter vers l'avant. Un peu dans le même profil que Kouziaev, alors pas forcément les mêmes caractéristiques, mais un peu le même poste, quoi. Il fallait renforcer en milieu. Bah t'as perdu Richardson, t'as perdu Lekal. Alors Richardson, Amir, je l'aime bien, c'est un très bon joueur, mais pour moi la perte sportive a été plutôt du côté de Lekal. Mais bref, tes 2 plus gros départs, c'est quand même ton milieu de terrain. C'est effectivement là où il fallait que tu te renforces aussi pour pouvoir compenser ces départs. Et puis on va changer aussi de style de jeu là. Enfin, c'est déjà annoncé en la Ligue 2, il faut quand même avoir la possession du ballon pour gagner des matchs. La Ligue 1, vraiment, faut se projeter rapidement vers l'avant. C'est ça. Donc, on va pas faire trop de babal. Il va falloir que ça se projette très vite vers l'avant. Donc, c'est de la passe, c'est de l'orientation. Et Rasoul Ndiaye, c'est l'un des meilleurs récupérateurs de Ligue 2 dans les stats. Donc, clairement, on récupère vite le ballon et on envoie devant, quoi. Donc, ouais, c'est vraiment ça le profil. Elsner l'a annoncé, c'est du jeu de transition rapide. Donc, Et puis on va rester dans le milieu de terrain. Il y a un joueur du Zénith Saint-Pétersbourg qui vient de nous rejoindre. Alors j'ai pas envie de d'écorcher son nom. C'est Kouziaev, voilà, je l'écris, mais je préfère prendre mes précautions. Le montant du transfert, il est de 0. C'est une bonne pioche pour le HAC. C'est encore un joueur d'expérience. Moi perso, je trouve ça lunaire. C'est vraiment pour moi, alors sur le papier, clairement, c'est le plus gros transfert du HAC de ces 20 dernières années, largement. International russe, quarantaine de sélections. Il joue dans un club habitué à la Ligue des Champions, à l'Europa League. C'est le Zénith Saint-Pétersbourg, qui est l'un des meilleurs clubs qui tape pas mal de clubs, notamment en Europa League, là, etc. C'est un joueur qui divise son salaire par 6 pour venir au HAC. C'est un joueur qui avait aussi envie de venir en Europe, de se prouver quelque chose. Concrètement, il était annoncé dans plein d'autres clubs comme Toulouse, etc., qui pouvaient jouer la Coupe d'Europe. Il a été séduit par le projet, par la manière dont on lui a présenté les choses. Pour moi, sur le papier, c'est vraiment un recrutement intéressant. Donc on reste méfiant parce que il y a on se souvient d'autres joueurs pour les plus anciens, Milinko Pantic qui venait de l'Atlético Madrid, qui était le remplaçant de Vicage Dorasso il y a très longtemps, qui devait et on reste prudent, mais en tout cas c'est quand même quelqu'un qui parle anglais, qui a l'air souriant, qui a l'air de vouloir s'acclimater à la ville. Donc on espère qu'il va porter toute son expérience, et puis je pense que ça fait du bien aussi de parler un petit peu de transfert au HAC, des noms un peu plus ronflants, parce que ça donne aussi ça valorise les joueurs qui sont déjà là, et puis ça peut permettre aussi d'ouvrir la voie à des choses qu'on pensait totalement impossible, déjà toucher des joueurs qu'on pensait inaccessibles, et notamment un attaquant, pourquoi pas.
Et puis Kouziev, voilà, on parlait de jeu en transition. Dans son profil, c'est exactement ça, quoi. On voit qu'il va être capable de se projeter vers l'avant, de frapper dans les 30 derniers mètres. C'est des domaines où, comme le disait Romain un petit peu plus tôt, c'était presque les seules voies d'amélioration qu'on avait sur le projet de jeu de l'année dernière, quoi. On voyait que c'est là où ça pêchait et il vient combler un besoin, quoi. Et quand... Alors, Ah, vas-y, vas-y. non. Ok. En fait, quand tu lis son interview de comment il a été séduit par le hack, enfin, c'est quand même, on le fait bien, quoi. On sent que c'est structuré, on sent que c'est maniéré, qu'il y a un discours, mais il y a aussi derrière l'analyse qui va bien. T'as quand même Bonne Mère qui est quand même venu avec toute son équipe pour lui expliquer, avec des briefings, avec le père. Quand tu divises plutôt par 6, c'est que réellement t'as envie de. Sachant que c'est ce qu'ils font pour chaque match. Julien Maumont, Julien Maumont qui est data analyst dans l'équipe de Mathieu, il prépare des petites vidéos pour présenter ce qu'ils ont compris du profil du joueur. Et comment ça va s'inscrire dans le projet de jeu du hack, avec sur quoi sur quelle force on va s'appuyer pour pouvoir l'utiliser dans le collectif. Je pense qu'ils doivent être super convaincants. Tu vas pas chasser des profils comme ceux-là et les convaincre si t'as pas un minimum de base, d'arguments qui vont avec, quoi. Et c'est ça, comment c'est utilisé en ce moment pour le mercato pour attirer des joueurs? Est-ce que c'est avec la data? Est-ce que c'est bêtement dit, mais est-ce que c'est Mathieu Bodmer qui va voir les joueurs qui proposent? Comment ça fonctionne? Est-ce que vous le savez? C'est un ensemble, parce que la data, je trouve qu'on en parle beaucoup, mais c'est un outil évidemment que le hack l'utilise. On a recruté quelqu'un vraiment pour ça, mais tous les clubs utilisent de la data aujourd'hui. Je dirais que c'est un mélange de tout. Il y a quand même une connaissance du foot avec Mathieu Bodmer, un réseau avec son adjoint. C'est Momo qui va le chercher, en fait. C'est Momo Elkaraz qui a quand même énormément de connaissances et de réseaux. Il y a Jean-Michel Roussier qui a quand même aussi un réseau. Donc c'est un ensemble. Et il y a la partie analyse technique et data qui permet aussi de conforter des choix. Et enfin, c'est comme ça que ça nous a été expliqué. Donc voilà. Après, concrètement, ce qu'on espère juste, c'est que parce qu'en Ligue 1, on sait qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Il y aura forcément des déchets dans les recrutements. Mais il faut que les joueurs qu'on a recrutés nous permettent d'avoir une assise en Ligue 1, parce que l'objectif, il faut pas se cacher, c'est d'assurer le maintien. On parle pas d'autre chose, mais il va bien falloir démarrer la saison. Si on veut essayer d'atteindre le maintien, il faut qu'on démarre d'emblée vraiment très bien la saison, quoi. Ça fait partie des choses qu'il faut pas rater. Alors, qui dit arriver dit départ. En début du mois de juillet, l'ancien capitaine, Victor Lecal, est parti au club Umsala SC Club au Qatar. Triste de pas le voir en Ligue 1 ou heureux de ce nouveau challenge. Content pour lui. Franchement, content pour lui. Honnêtement, c'est un grand joueur. C'est un mec super bien. Je vais laisser après son amoureux transi en parler un peu plus. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il arrive en fin de carrière. Il s'est fait 3 fois les croisés. Quand il a re-signé au hack, en fait, il était blessé. On lui a donné un salaire de misère, compte tenu par rapport aux autres joueurs. Il a rien dit, il est arrivé à un gros niveau, etc., revenu à un gros niveau. C'est un élément hyper important, et c'est toujours un élément hyper important du club la saison dernière. Bah écoute, je sais pas, quand t'as ta famille à mettre à côté au chaud, bah écoute, ouais, bravo et merci, quoi. Ce qui est frustrant, c'est de pas lui avoir dit au revoir dignement par rapport à tout ce qu'il a fait. Rien à ajouter, moi. Non, mais il avait 2 choix, les 2 étaient bons. Enfin, il pouvait rester le capitaine du club et voilà. Il avait une offre de prolongation avec une augmentation de salaire assortie qu'aura fait de lui l'un des joueurs les mieux payés de l'effectif. Voilà, il pouvait rester en Ligue 1 et puis peut-être toucher quelque chose dont il rêvait quand il était jeune, ou effectivement miser sur la sécurité et puis aller mettre sa famille à l'abri. C'est un jeune papa maintenant, Victor. Il n'y avait pas de mauvais choix. Je pense que côté supporter, il n'y a aucune incompréhension vis-à-vis de ça. Tout le monde comprend aussi son choix. Et comme l'a dit Mimo, le seul truc qui est un peu chiant là-dedans, c'est qu'on n'a pas pu lui dire au revoir. Et voilà. En tout cas, ouais, merci Vic. Vous n'avez pas pu lui dire au revoir parce que ça a été très rapide. En fait, la nouvelle est arrivée et il est parti directement. Vous n'avez pas eu le temps de le croiser? Si, on l'a croisé. Enfin,
Oui, on l'a croisé au Havre le lendemain lors des festivités. Enfin, moi, j'ai pu échanger quelques petits messages avec lui. Non, quand je dis fêter, enfin, le remercier, c'est faire quelque chose de plus formel. Peut-être une animation en tribune. Voilà, si on l'avait su plus tôt, on aurait probablement fait quelque chose pour lui. Après, ce qui est bien, pour finir sur Victor, c'est qu'il part comme un prince, c'est-à-dire qu'il part en levant le trophée, en mettant le club là où il devait être. Et franchement, moi je pense que dans quelques années, on se souviendra de cette image de lui, et on se souviendra peut-être pas de son départ. Voilà, je pense qu'il a donné au club, le choix lui appartenait, tout le monde dans le club l'a dit, les deux choix étaient bons. Voilà, on lui souhaite une bonne fin de carrière, et on le remercie d'avoir remis le club là où il était et de s'être battu pendant toutes ces années. Donc ça sera il sera toujours le bienvenu ici, parce que de toute façon il est chez lui. Mais voilà, on espère vraiment que ça va bien se passer pour lui là-bas. Tu reviens au club quand tu veux, Vic. Ils sont forts, le Qatar, ils arrivent à attirer énormément de joueurs durant ce mercato. C'est surtout l'Arabie Saoudite. Oui, l'Arabie Saoudite, etc. Ouais, mais c'est le porte-monnaie qui attire. Voilà, mais voilà, après, faut aussi comprendre. Voilà, on n'est pas sur les salaires des joueurs comme Mbappé, Cristiano Ronaldo, ou des joueurs qui arrivent. Victor Lecal, c'est quelqu'un qui a eu 3 fois, comme disait Mio, 3 fois les croisés. Il a une proposition qui financièrement met sa famille à l'abri. Voilà, tous les métiers qu'on a, si on vous propose de multiplier par 10 votre salaire, sachant que votre carrière d'un footballeur elle est quand même limitée et que vous arrivez à 30 ans, voilà, moi je pense qu'il faut quand même que tous les gens raisonnent là-dessus quand il y a l'aspect familial qui rentre en compte et que c'est fait proprement, ce qui a été le cas. Il y a strictement rien à dire. Alors derrière tout ce mercato, il y a une équipe qui travaille pour repérer les joueurs, faire les négociations, etc. Mais il y a un homme qui est la figure de proue, on en parle depuis tout à l'heure, c'est Mathieu Bodmer. Je pense que vous êtes satisfait du travail de Mathieu Bodmer, si j'ai bien compris. Comment il pourrait en être autrement? Mathieu, quand il est arrivé, dès qu'on a su qu'il arrivait, il est venu se présenter avec l'équipe, avec Jean-Michel Roussier, Momon, Mohamed El Karaz. Et il nous a dit 2 ou 3 choses, avec Luc Elsner aussi, c'est je veux redonner envie aux gens d'aller au stade. Et puis voilà, insuffler, on a parlé de fighting spirit, c'était ça, insuffler quelque chose sur la combativité, sur le goût du travail. Il nous a jamais parlé de monter en Ligue 1, le petit coquin, mais à mon avis il avait déjà une idée en tête. Voilà, il a fait exactement ce qu'il nous avait dit qu'il allait faire. Donc comment il pourrait en être autrement? Puis en plus humainement le mec est adorable. Moi je me souviens la première fois qu'on l'a rencontré, il venait d'arriver, ça faisait 24 ou 48 heures qu'il était arrivé. Alors, moi, là, je suis ressorti de la réunion avec lui, j'ai dit, je sais pas si on va y arriver. En tout cas, lui, il connaît le foot, ça c'est clair. Franchement, dans la manière dont il explique, la manière dont il conçoit les choses. Après, ça marche ou ça marche pas, mais en tout cas, on peut pas lui dire qu'il connaît pas le foot. Et quand les gens connaissent le foot, il y a plus de chances d'y arriver. Et donc, pour une fois qu'on a quelqu'un à la tête du sportif qui connaît le foot et qui en plus a des bonnes idées, on espère que ça va continuer. Voilà, je pense que c'est quelqu'un dans quelques années qui sera amené à gérer des clubs beaucoup plus huppés que le HAC, et clairement il faut en profiter et faire en sorte qu'on profite aussi de son passage au HAC pour stabiliser le club en Ligue 1 et après qu'on puisse voler de nos propres ailes. Mais en tout cas, on est très très content de l'avoir. Voilà, et puis c'est quelqu'un d'humainement agréable et qui a aussi un aspect tribune important. C'est quelqu'un qui connaît le monde des tribunes et qui connaît le rôle du public. Voilà. Clairement, il conçoit ce qu'il disait. On a commencé la saison à 4000, on a fini à 25 000. C'est pas la même histoire, et je suis entièrement d'accord avec lui. Quand on joue à 4000 dans un stade ou qu'on joue à 25 000, et c'est pas un 12e joueur sur le terrain, mais ça apporte un supplément d'âme à l'équipe. Il est très en lien avec le coach Lucas Hessler. C'est important pour vous qu'il y ait vraiment une connexion entre ces deux personnes? Entre toute l'équipe, il n'y a pas que Lucas, mais on les a vus plusieurs fois ensemble. Effectivement, ça donne l'image d'une équipe vraiment soudée, vraiment liée, qui se complète bien, quoi. Et on va parler des matchs de préparation qui se passent en ce moment et puis les objectifs de la saison prochaine. Juste avant, c'est Medine qui nous chante La puissance du port du Havre.
Junior à la pointe Zamé. Il peut y avoir qu'une seule beubare dans la city d'Edouard Philippe. Comme il y aura qu'un seul doudou, c'est mon daron pas le maire ni le ministre. On participe pas à leur victoire, on va s'asseoir dans le jury. Je te souhaite la bienvenue au Havre, autrefois appelé Francisco Police. On m'a circoncié dans un immeuble, enterré mon prépuce sous l'herbe. Je croyais que Michael Jackson dans Billy parlait de mon Cléon Bilel. Puis j'ai appris que j'étais coloré, que les Havrais n'avaient pas collaboré, que le bédo transitait par les douaniers et que le bédo CB c'était Bolloré. Océane, Viking, je me gare en bataille sur le parking. Les skins sont partis, on les a chassés dans les 90s. Ici on aime tellement pas les balances qu'on veut pas être témoin de mariage. Leur ville est faite en faïence et la ville du Havre est faite en marbre. Ma ville et moi en vrai on est les mêmes. On s'est fait bombarder pendant la guerre. On est pris pour les plus laids dans la presse. On vit entre le béton et la mer, entre le patrimoine et les quartiers délabrés. Mon cul est international, mais mon petit cœur est havrais. La puissance du port du Havre, la puissance du port du Havre, c'est la puissance du port du Havre. La culture de la bicrave, la puissance du port du Havre, la puissance du port du Havre, c'est la puissance du port du Havre. La culture de la bicrave, la puissance, la puissance, la puissance du port du Havre. La puissance, la puissance, la puissance du port du Havre. La puissance, la puissance, la puissance du port du Havre. La puissance, la puissance, la puissance du port du Havre. Alphonse Mendy, c'est pas Alphonse Brand. J'te monte dans l'air, grosse mise à l'amende. Sur le blason, c'est la salamandre. Rien à foutre que le dessin judiciaire me ressemble. De toute façon, je reconnais pas l'infraction. Sur le PV, je signerai un autre nom. Si tu joues les gros poissons ici, tu vas finir par devenir de la nourriture à poisson. Quartier, en deuil, on a perdu un rider. Docker, dans le fleuve, c'est la saison 2 de The Wire. Et les rodéos de Baltimore, j'aime quand les vagues frappent l'Atlantique Nord. On reçoit la coque sous blister, bel et que les SP collent pas de traceurs. Ma ville et moi en vrai on est les mêmes. On s'est fait bombarder pendant la guerre. On est pris pour les plus laids dans la presse. On vit entre le béton et la mer, entre le patrimoine et les quartiers délabrés. Mon cul est international, mais mon petit cœur est havrais. La puissance du port du Havre, la puissance du port du Havre, c'est la puissance du port du Havre. La culture de la bicrave, la puissance du port du Havre, la puissance du port du Havre, c'est la puissance du port du Havre. La culture de la bicrave, la puissance, la puissance, la puissance du port du Havre. La puissance, la puissance, la puissance du port du Havre. La puissance, la puissance, la puissance du port du Havre. La puissance, la puissance, la puissance du port du Havre. Médine avec la puissance du port du Havre. Émission spéciale Ciel et Marine sur Westrack Radio. On revient sur les matchs de préparation. Il y avait Lille Hack il y a pas si longtemps que ça. Bon, défaite du Hack de 3-2. Qu'est-ce que vous retenez de ce match ? Ah, ça va super vite. On parlait de jeu de transition, ça va, mais c'est énorme. Et la moindre erreur se paye. C'est incroyable à voir. Leur attaquant islandais, là, je pense qu'il risque de faire très très mal. Ça risque d'être une révélation. Après, on a eu des bons moments de jeu, on a eu des bonnes phases de transition, etc. et tout, où ça a accéléré. Mais tu vois bien qu'on pêche en attaque à un moment. José, il fait ce qu'il peut, mais il y a un moment, c'est pas évident. Non, j'ai aimé l'interview de Esner qui dit à la fin, écoutez, moi la première partie de la première mi-temps, on avait 30% de possession de balles. Bah ça te va très bien. Donc au moins on est fixé, on sait comment ça va se passer. Attaque rapide. C'est ça. Monter. Non, c'est un match qui permet de prendre la mesure de la Ligue 1, quoi. Et j'espère que pour les joueurs, ils arrivent à tirer des enseignements sur ce genre de match, parce que l'intérêt des matchs de prépa, c'est pas forcément de les gagner, c'est d'apprendre. Il va falloir comme Romain le disait tout à l'heure, qu'on gagne les premiers matchs, donc il va falloir apprendre vite. Le calendrier, est-ce qu'il est clément pour le début de la Ligue 1 ? Clément, en fait, quand on fait 14 ans de Ligue 2, on regarde le calendrier de Ligue 1, on se dit c'est les affiches tous les week-ends. Après, la chance, alors peut-être que c'est une chance ou pas une chance, c'est qu'on va jouer des équipes. On prend le premier match Montpellier, Brest, c'est logiquement sur le papier des équipes de milieu, deuxième partie de tableau. Donc
clairement, c'est des matchs contre ces équipes-là, il va pas falloir les rater. Donc il va falloir bien démarrer. Mais pour revenir aux matchs amicaux, concrètement, l'année dernière, on avait perdu tous nos matchs amicaux et on a fait une super saison. Ce qui change là, c'est que à part l'équipe slovène, voilà, que je respecte beaucoup, mais voilà, je pense que c'était pas le niveau de la Ligue 1. Les matchs amicaux contre le PSG, certes, avec l'équipe B, Lille, c'est quand même des adversaires sur le papier, c'est autre chose que des matchs amicaux contre de la Ligue 2, quoi. Donc on voit bien que le niveau est pas le même et qu'il faut progresser, et le but c'est d'être prêt pour le déplacement à Montpellier le 13 août, quoi. Parce que là on sera dans le grand bain et on n'a pas le temps de regarder, il va falloir être prêt, quoi. Et au niveau du visage de l'équipe, est-ce que vous trouvez des différences avec le match contre le PSG et le match contre Lille? Est-ce que vous avez voyez des différences? J'ai trouvé que la première contre Lille est un peu délicate. Après, Lille n'a pas les mêmes caractéristiques que le PSG non plus. Souvent, le 3e ou le 4e match, physiquement, tu commences à pêcher un peu parce que tu as la préparation que tu dois digérer. En tout cas, la première mi-temps était pas terrible. Pour le reste, ce qu'on voit, c'est assez clair, hein. On voit que défensivement on est toujours au niveau, que le milieu de terrain il a du potentiel, beaucoup de potentiel, surtout que certaines des dernières recrues sont pas encore prêtes physiquement. Kouziev, on le voit, hein, il tire un peu la langue, c'est logique, il a moins de préparation que ses collègues, et puis on voit aussi qu'on pêche offensivement, et ça on le disait tout à l'heure, on attend le recrutement pour pouvoir voir un petit peu ce qu'on va avoir offensivement cette saison. Et vous voyez un changement de style de jeu par rapport à le hack Ligue 2 et là le hack Ligue 1? Oui. C'est clairement, en fait, on a totalement changé, mais c'est assumé. Donc c'est ça qui est. En Ligue 2, Mathieu Bonnemer l'avait dit, clairement, il faut avoir possession de la balle pour faire des attaques placées, pour essayer d'avoir le plus d'actions et de marquer. En Ligue 1, c'est pas forcément avoir la balle qui permet de gagner des matchs, c'est se projeter vers l'avant et d'avoir le maximum d'occasions franches, voilà. Et quand on voit bien des équipes comme Clermont, comme Lorient l'année dernière, qui ont performé avec peu de joueurs, bah c'est une bonne assise défensive, un bon attaquant, on projette et on essaie de marquer des buts, quoi. Donc ça va être un petit peu ça. On sait très bien qu'on va pas avoir 70% de possession de balle contre des grosses équipes de Ligue 1, donc à un moment donné on fait avec nos armes, mais voilà, il va falloir essayer d'être précis. Et moi la seule petite inquiétude que j'ai, parce que c'est quand même vrai, c'est l'attaque, parce que concrètement l'année dernière notre meilleur buteur c'est Cornet et Alioui. Là on va pas pouvoir se permettre d'avoir un meilleur buteur à 6 buts si on veut se maintenir, quoi. Le premier match en compétition, justement, c'est contre Montpellier. Alors, on va pas faire de plan sur la comète, mais c'est quoi l'objectif affiché en Ligue 1? C'est d'abord le maintien pour la saison prochaine? C'est le maintien. Et il faut surtout que le public se prépare à ça. Faudra pas siffler, faudra pas râler parce que tu vas perdre des matchs. On va en perdre. Des séries de 32 matchs en défaite, comme on l'a vécu la saison dernière, c'est terminé. Il va falloir accepter que on soit dans la difficulté. On va être dans la difficulté à un moment dans la saison. Et il faudra l'accepter. Le but, c'est qu'on se maintienne pour, à moyen terme, essayer de s'installer en Ligue 1, quoi. Mais c'est le maintien, et c'est rien d'autre. Et puis ça peut aider le club aussi de se pérenniser en Ligue 1 au niveau des droits télé, au niveau des entrées du stade. De toute façon, c'est ça qui va conditionner l'avenir du club. Il faut qu'on arrive à se faire une place en Ligue 1 et puis à se développer, quoi. Il y a une stat qui va faire peur, mais ça fait 25 ans que le hack c'est pas maintenu en Ligue 1. Voilà, tout simplement. Donc difficile de parler d'autre chose que de maintien. Ouais. Ça fait 25 ans qu'on attend de faire une deuxième année consécutive en Ligue 1. Donc bon, franchement, tout autre objectif que de parler maintien, pour moi ça ni queue ni tête. Il faut vraiment penser au maintien et que les gens viennent en mode combattant au stade pour dire l'objectif cette année. C'est pas forcément d'avoir du beau jeu, c'est pas forcément peut-être de faire un jeu flamboyant, c'est vraiment de gagner des matchs, de faire des points et à la fin de pouvoir fêter le maintien en Ligue 1, quoi. Alors moi j'ai l'image de Lens qui en 2015-2016, si je me trompe pas, était au bord de la faillite et maintenant ils sont propulsés en Ligue des Champions. Est-ce que vous pensez que ça peut être un modèle d'exemple, ce club ? Non.
En fait, c'est pas du tout c'est pas le même bassin, c'est pas la même histoire. En fait, aujourd'hui, on peut pas comparer. C'est incomparable aujourd'hui. Non, effectivement, est-ce que ça nous fait envie pourquoi pas. Mais on n'a pas du tout les mêmes caractéristiques en termes de club. On n'a pas la même puissance financière. Après, il y a d'autres clubs aussi qui ont eu des petites épopées européennes et qui ont réussi à se pérenniser, qui avaient un peu la même situation que nous. Mais faut rester modeste. Déjà, maintenons-nous, essayons de nous installer durablement en Ligue 1 et puis après on verra. L'appétit vient en mangeant. Mathieu nous disait que lui, il essayait de se comparer par rapport à des clubs comme Lorient, comme Clermont. Donc voilà. Donc faut plus prendre exemple sur Lorient, sauf pour tout ce qui est investissement financier dans le club, bien entendu. Mais voilà, il faut rester les pieds sur terre et créer notre propre image, quoi. On est à vrai. Voilà. Et par rapport au centre de formation l'année prochaine, est-ce que donc la Ligue 1, l'objectif c'est de se pérenniser en Ligue 1, est-ce que ça va délaisser aussi la formation ou pas du tout ça va pas, les deux sont pas liés en fait, ça va pas du tout. Pas du tout. Puis de toute façon, Jean-Michel Roussier a clairement affiché sa volonté de construire sur le centre de formation. On sait juste que pour le rendre plus efficient économiquement, il risque de resserrer les effectifs. Ça a été annoncé. Mais non, ils vont pas délaisser la cavée. Et de toute façon, tu ne peux pas délaisser la cavée. C'est l'ADN de ton club et c'est aussi ce qui fait tes recettes financières. Ils avaient un projet d'investissement de rénovation complet de la KV au niveau des terrains, etc. Bon, avec le CSC, forcément, c'est un peu plus délicat. CVC. C'est contre son camp. Oui, c'est sûr. Mais voilà, on s'est bien compris. Mais par contre, aujourd'hui, ça investit. Et de toute façon, si tu veux pérenniser ton club, c'est là-dedans que tu vas aller. Alors pour soutenir le hack cette année, les supporters attendent les nouveaux maillots. Est-ce que vous savez quand est-ce qu'ils arrivent? 8 août. Aujourd'hui. Il y aura une présentation officielle lors d'une fan day qui aura lieu le 8 août au stade Océane. Voilà. Donc c'était un beau moment l'année dernière. C'est vrai que réunir plusieurs milliers de personnes au stade avant le premier match, moi je trouve que c'est une très bonne idée. Et puis ça fait un peu monter la pression, ça réunit les gens, voilà, je trouve que c'était très bien fait l'année dernière. Et puis voilà, ça permet aussi de faire monter la pression au sein du club et que les gens soient pas en vacances et disent ouais, on arrive fin août pour voir le premier match et puis voilà quoi. Vous l'avez vu le nouveau maillot? On a vu les maquettes. Ah là, d'accord. Donc vous avez une exclue sur le maillot. Il est beau. Bon, ok. Non. Il faudra voir ce que la maquette donne. Ah oui, d'accord, mais c'était pas le final. Non, c'était une maquette, il faut le voir une fois, une fois sorti des usines, ce que ça va donner. Nous, il y a un point sur lequel on insiste beaucoup vis-à-vis du club, c'est de toute façon, on est de toute façon très attentif sur l'identité. L'identité, c'est les couleurs, mais c'est également notre maillot 4 quarts, hein, donc la séparation verticale, ça, on y tient. On est très chiant vis-à-vis du club pour que ça reste ad vitam. Et puis il y a également le blason, qu'on veut respecter. Donc le 4 quarts, si tu comprends bien mes paroles, devrait être respecté. D'accord. Moi, vous verrez, mais j'ai une petite. J'aime bien le maillot extérieur cette année. Après les goûts et les couleurs peuvent varier d'une personne à l'autre. Comme disait Flock, nous l'intérêt c'est qu'on respecte la tradition du maillot. Après il y a aussi un aspect commercial, design, etc. qui fait que le maillot est différent d'une année sur l'autre. Mais en tout cas on est bien loin des péripéties qu'on avait dans les années passées avec des maillots away qui étaient ou domicile qui étaient des maillots catalogue des fournisseurs. Et là c'est vraiment un maillot personnalisé pour le club. Ouais, Joma fait des très beaux maillots. Donc on espère qu'il plaira au plus grand nombre. En tout cas, nous, on est attentifs là-dessus. On est attentifs aussi au respect des couleurs du club. Donc, pas de maillot rouge et blanc pour aller jouer à l'extérieur. Voilà, de choses comme ça. Donc, voilà, là-dessus, c'est les limites qu'on pose. Mais après,
Bon, le club faut quand même le dire, le club a toujours joué le jeu depuis 4-5 ans maintenant de nous associer dans la démarche. Voilà, il n'y a rien qui leur oblige, hein, ils pourraient très bien gérer ça et puis on découvre ça en même temps que les autres. Ça nous permet de donner notre avis, peut-être des fois à la marge de pouvoir essayer de changer les choses, parce que je pense pas non plus qu'on est décideur, mais en tout cas on est très content de pouvoir participer à ce choix-là et c'est important de donner l'avis des supporters là-dessus, quoi. Eh bien, merci beaucoup d'être passé sur Westrack Radio. Bah, merci à toi. Merci à toi pour l'invitation. Le hack a jamais les premiers, Westrack a jamais à vrai. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup d'être passé. Ciao, salut.